Bonjour à tous et bienvenue sur Les Voix de la Paix, une web radio des élèves de terminale du lycée Saint-Joseph à Thônes, une radio au cœur des montagnes. Notre fil d'Ariane, la paix. Nous sommes un groupe de 25 élèves. Nos voix sont certes jeunes, mais nos convictions profondes. Parce que nous ne changerons peut-être pas le monde d'un coup de micro, mais nous pouvons, à notre échelle, informer, sensibiliser et encourager à plus de tolérance et de respect. En passant par la justice, la cinématographie ou encore le monde des sciences, autant vous dire que le programme de cette deuxième émission promet d'être intéressant. Je pense que c'est parvenir peut-être à une stabilité globale. Reconnaître qu'on a fait du mal, je pense que c'est quand même quelque chose de réparateur. Nous, on ne parle jamais de donner une voix aux victimes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont une voix. Tout le monde a une voix. Bienvenue dans Les Voix de la Paix, la web radio du lycée Saint-Joseph. Bon, pour comprendre où en est la paix aujourd'hui, il faut d'abord regarder le monde tel qu'il est. Et pour ça, tournons-nous vers le climat géopolitique actuel. Alors, tempête, mousson ou accalmie ? Nous allons éclaircir tout ça avec Axel. C'est l'heure de notre météo mondiale de la paix. Good morning Vietnam. Bien le bonjour et bienvenue dans cette seconde édition de la Météo mondiale de la paix. Je reprends le flambeau de mon cher collègue Quentin, notre ancien présentateur météo de 2025. Alors, quoi de neuf dans le ciel de la paix ? Eh bien, pas grand-chose, mais allons quand même jeter un œil aux quelques nouveautés. Tout d'abord, allons voir la météo du côté de notre très cher pays aux couleurs bleues, blanches et rouges. Je parle bien évidemment des États-Unis. Météo instable de leur côté, bien qu'un certain Donald Trump ait créé le 15 janvier une sorte de soleil artificiel, aussi appelé le Conseil de la paix. Après, pas besoin d'un prix Nobel de la paix, ce que Trump n'a pas, pour comprendre pourquoi ce soleil est artificiel. Primo, regardons quelques-uns de ses membres. La Hongrie, dirigée par le Premier ministre d'extrême droite ultra-conservateur Viktor Orban depuis 2010. Le Qatar, qui, à la Coupe du monde de football en 2022, avait soulevé des polémiques pour non-respect de droits humains, corruption et impact environnemental catastrophique, et Israël en conflit régulier depuis 1948. Enfin bon, un joli petit monde tout ça. On comprend pourquoi plusieurs pays d'Europe, dont la France, ont refusé de rejoindre ce conseil. Et la raison n'est pas qu'idéologique, parce que oui, le soleil de Donald n'est pas donné, loin de là. Un ticket d'entrée à plus d'1 milliard de dollars pour être membre permanent, et encore faut-il faire partie des pays qu'il estime dignes d'y rentrer. On notera notamment le Canada, à qui l'invitation a été retirée, ou même le Danemark, détenteur du Groenland, qui n'a carrément rien reçu. Étonnamment, le Vietnam non plus, a encore un coup de Maduro depuis sa cellule. Enfin bref, le soleil artificiel de Trump est bien parti pour réchauffer l'ambiance. Ah là là, toute cette chaleur, ça nous rappellerait presque le réchauffement climatique. Ah tiens, on me dit dans l'oreillette que M. Trump voudrait intervenir. Climate change, no matter what happens, you're involved in that. No more global warming, no more global cooling. All of these predictions made by the United Nations and many others, often for bad reasons, were wrong. They were made by stupid people. Bon, eh bien, pas de changement climatique alors. Allez, assez parlé des États-Unis pour l'instant, allons voir la météo dans le reste du monde. Dans l'ensemble, c'est pas fameux. Le temps est très instable au niveau de la bande de Gaza, les violences sont continues et les éclaircies apportées par les cessez-le-feu sont souvent de courte durée. Côté Ukraine, Zelensky semble déprimé par la prestation de Donald. Il faut croire que celui-ci tient un peu trop à son Vladou pour lui tenir tête. Et puis il considère Zelensky comme un dictateur et un modeste comédien. Ça me rappelle quelqu'un. Parmi les pays dont on parle moins, j'aimerais qu'on s'arrête aussi un instant sur la tempête qui ravage les citoyens iraniens depuis le 28 décembre. Les autorités organisent une répression sanglante contre les manifestants, dont on estime le nombre de décès à plusieurs dizaines de milliers en fonction des ONG. Rappelons que l'Iran est sous les nuages depuis de nombreuses années, aux mains d'un régime autoritaire théocratique, donc dirigé par la religion. Face à ce régime armé, on envoie beaucoup de courage à tous ces habitants qui subissent des violences. Parmi les pays qui subissent les précipitations et les orages les plus violents, on pourra parler du Myanmar, menacé par plus de 1200 groupes armés internes. Pensons aussi au Pakistan, qui est membre du Conseil de la paix, au passage. Devenu plus dangereux pour les civils depuis les dernières années, il s'est placé à la 10e place des pays les plus touchés par les conflits selon l'ACLED, une base de données qui analyse tous les conflits armés. Difficile d'entrevoir une lueur de soleil au milieu de tout ce brouillard, n'est-ce pas ?
Pourtant, dans notre petite oasis d'Europe de l'Ouest, le soleil s'accroche courageusement. Profitons donc de ce beau temps de paix. J'encourage aussi tous nos auditeurs à lutter pour la paix, pour apporter un peu de beau temps à tous les pays dont je vous ai parlé, mais aussi à tous ceux que je n'ai pas eu le temps de mentionner ici. C'est par un soutien collectif que le soleil pourra couvrir plus de régions du monde. Pour finir sur une note un peu plus positive, je vous propose d'écouter un extrait de l'avis de Donald sur le sujet. What is the purpose of the United Nations? The UN has such tremendous potential. I've always said it. It has such tremendous, tremendous potential, but it's not even coming close to living up to that potential. For sure. Merci Donald et merci à Monsieur Macron pour son intervention et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Eh bien, merci à toi Axel. On y voit déjà un petit peu plus clair. Mais la paix, ce n'est pas seulement une affaire de relations entre États. Elle se joue aussi à une échelle plus humaine, celle de la justice. Peut-on réparer plutôt que punir ? Reconstruire plutôt que diviser ? Agathe et Ninon vont nous parler d'un concept qui change notre manière de voir les choses, la justice restaurative. Bonjour à tous, et si la justice ne se rendait pas seulement dans un tribunal ? Et si elle pouvait permettre de faire parler ceux qui ont causé du mal et ceux qui l'ont subi ? Dans le film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, auteur et victime se rencontrent, se regardent, se parlent. Un film qui nous fait découvrir une autre forme de justice, la justice restaurative. Nous allons écouter sa bande-annonce. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement ? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume! Nous sors pas tes excuses débiles, là! Tu le prépares pas, en fait! Moi, tu me prépares! Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers! Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère. Dans ce processus, le rôle d'animateur est central. Il intervient durant les phases de préparation, mais également pendant les rencontres. Effectivement, Ninon, nous avons d'ailleurs rencontré Martine Imberton, animatrice en justice restaurative pour l'IFJR, qui est l'Institut français de la justice restaurative. Elle nous a donc parlé des différents dispositifs proposés dans ce domaine. En France, ils sont au nombre de 3. La plus fréquente, c'est les médiations restauratives. Ça s'adresse aux victimes, à une victime et à un auteur qui ont un lien direct avec l'infraction. Donc en fait, la victime, c'est la victime de cet auteur-là. Donc il y a vraiment un lien entre les deux. Et elle peut concerner tout type d'infraction. La deuxième catégorie, c'est les rencontres auteur-victime, détenu-victime, si les personnes sont détenues. Et ça, c'est une rencontre qui implique plusieurs auteurs et plusieurs victimes. En général, 4 qui sont concernés par le même type d'infraction. Par exemple, comme dans le film Je verrai toujours au visage, elles sont concernées par exemple toutes par des vols aggravés, des vols avec violence ou autres, mais il n'y a pas de lien direct entre les auteurs et les victimes. Troisième type de mesure, ce sont les cercles de soutien et de responsabilité, cercles d'accompagnement et de ressources. Alors,
Ça, c'est un troisième type de mesure qui n'implique pas de victime, mais qui implique simplement plusieurs auteurs. La plupart du temps, ce sont des gens qui sortent de prison, qui ont un profil de victime, d'auteurs assez fragiles, vulnérables, isolés. Cependant, les demandes n'aboutissent pas toujours. C'est d'ailleurs ce qu'elle nous expliquait. Alors, donc, en ce qui concerne la médiation restaurative, les demandes n'aboutissent pas toujours à une rencontre. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on explique aux personnes dès le début. Les personnes sont libres d'entrer dans le dispositif, mais elles sont aussi libres d'en ressortir à tout moment. Et ça arrive assez souvent, en fait. Les personnes peuvent juste dire, soit je veux faire une pause, soit je vous recontacte dans tant de mois, soit j'arrête. Déjà parce que les personnes, elles peuvent vouloir quelque chose qui est d'un autre, qui n'est pas forcément une rencontre. Ça peut être envoyer une lettre, échanger un courrier. Ça peut être téléphoner. Donc là, c'est pas vraiment une rencontre, c'est une autre modalité. Cette justice est encore nouvelle. Nous lui avons donc demandé si elle était efficace et par conséquent, si les auteurs et les victimes retrouvaient toujours une certaine paix intérieure. Alors là aussi, c'est difficile de répondre de façon générale. En tout cas, dans ce que j'ai lu et dans les documentaires que j'ai pu voir, etc., il y a effectivement toujours un bénéfice. Les gens disent souvent quand même que ça les... Alors, je ne sais pas si c'est forcément une paix intérieure, mais en tout cas, qu'ils ont pu débloquer leur vie qui était bloquée, un peu stoppée net par, en tout cas pour les victimes, par une infraction, ou un peu comme paralysée. Et en fait, le processus leur permet de se remettre en mouvement et de recommencer à vivre normalement. Donc oui, vraiment, retrouver une espèce de paix intérieure qui leur permet d'avancer, quoi. Et puis pour les auteurs, difficile de savoir si c'est de la paix, mais en tout cas, qu'ils se reconnectent avec une certaine humanité, ce qu'ils ont à l'intérieur, et qui va peut-être aussi leur permettre d'avancer et de sortir de ce parcours de délinquance et de cette case. La notion de pardon est très complexe et parfois elle peut être liée à la paix intérieure. C'est pourquoi nous lui avons demandé si pour retrouver une paix intérieure, il faut nécessairement passer par le pardon. Difficile à dire. Reconnaître qu'on a fait du mal, je ne sais pas si on peut dire que ça, c'est demander le pardon. Reconnaître qu'on a fait du mal, je pense que c'est quand même quelque chose de réparateur pour les victimes, d'entendre que déjà l'auteur reconnaît les faits et que s'est engagé dans cette démarche, qu'il a des choses à dire, que même si c'est pas clairement forcément du pardon, mais c'est une forme de pardon qui est demandée quand même en disant je viens prendre de vos nouvelles, je veux savoir comment ça va, qu'est-ce que vous devenez depuis cette histoire. Tout ça, c'est réparateur pour la victime. Elle se sent finalement reconnue en tant que victime par l'auteur. Et pour les auteurs, est-ce que demander pardon, ça peut leur amener la paix? Je pense que c'est pas nécessaire forcément, mais je pense que ça peut contribuer à se retrouver en paix. Je sais pas si c'est le pardon en tant que tel, mais s'engager dans cette démarche-là et être reconnu et vu et entendu par la victime, je pense qu'il y a une espèce de lien de se dire, finalement, on est tous des humains, on appartient à la même communauté d'humains et de retrouver une forme de respect pour soi. Et c'est aussi une façon de se reconnecter à sa propre humanité. Donc oui, une forme d'auto-pardon. Cependant, rien n'est infaillible et tout a ses limites. Martine Imberson nous a alors éclairé sur ce sujet vis-à-vis de la justice restaurative. La limite principale pour moi, c'est que il n'y a pas beaucoup d'animateurs et que du coup, c'est encore quelque chose qui reste assez confidentiel. Et pour finir, nous lui avons demandé son avis quant à la qualification de la justice restaurative de petite fabrique de la paix. Oui, je pense que vraiment on peut dire ça, c'est une petite fabrique de la paix. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça devienne une grande fabrique de la paix, parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Et les gens qui sont engagés dans ce processus, ils constatent par eux-mêmes qu'il n'y a pas un gagnant et un perdant au bout du compte, comme dans la justice pénale, où c'est souvent ça, en fait, finalement, où un condamné, et voilà. Là, on est sur deux personnes qui vont retrouver une facilité pour vivre normalement, retrouver une facilité pour être apaisées, pour faire la paix avec soi et avec les autres, du coup, avec la victime et avec peut-être tout son entourage, puisque c'est un vrai travail de la personne, mais aussi avec son entourage. Donc oui, c'est vraiment une petite fabrique de la paix. Donc, comme elle nous l'a expliqué, la justice restaurative est encore trop peu développée et malgré le fait que tout le monde peut y avoir accès, les personnes concernées ne sont pas toujours au courant. Il faudrait donc qu'elle soit plus proposée par les professionnels.
Elle a cependant prouvé à de nombreuses reprises son efficacité et elle permet de retrouver la paix à différentes échelles, donc entre auteurs et victimes, mais aussi dans leur esprit respectif, et du coup, elle permet une société plus apaisée. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention et pour cet échange enrichissant. On comprend bien qu'au bout du processus, chacun peut y trouver une forme d'apaisement. Espérons qu'à l'avenir, ce type de démarche soit proposé plus systématiquement. Alors, comme on a pu le voir, la paix, ça passe par la réparation. Quand on parle de réparation, on peut penser à celle des dégâts matériels, bien sûr. Mais surtout, réparer les vies brisées, redonner dignité et espoir. Pour comprendre comment cela se concrétise sur le terrain, nous partons à la rencontre de la fondation Mukwege qui accompagne des survivantes de violences. Louise, à toi la parole. Vous devez combattre les autres, mais à travers la paix, par le dialogue et par l'éducation. C'est ce qu'a dit en 2013 Malala Yousafzai, militante pakistanaise pour l'éducation des filles et lauréate du prix Nobel de la paix. Mais dans un contexte où les tensions se multiplient autour du globe et où, en cas de conflit, la violence généralisée semble la réponse par défaut, il est parfois bien difficile d'entrevoir une porte de sortie, une lueur d'espoir. Et pourtant, elle existe. Nous avons d'ailleurs eu la chance de rencontrer l'une des personnes qui lui permettent de briller, Apolline Pierson. Elle est membre de la fondation Mukwege, fondation créée en 2015 par le docteur et prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Cette fondation a pour but de réparer les victimes de viols et de violences sexuelles en temps de conflit, notamment dans son pays, en République démocratique du Congo. En effet, comme dans beaucoup d'autres pays en guerre, le viol peut là-bas être considéré comme une véritable arme. Apolline Pierson nous explique. On sait que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est très 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 riche en minéraux naturels. On a tous un téléphone portable. Dans la batterie de notre téléphone, il y a du coltan. Il y a une grande partie de chances que le coltan qui est dans vos téléphones portables, il vienne du Congo et qu'il ait été récupéré dans des conditions assez atroces. C'est le cas aujourd'hui un petit peu partout, malheureusement. Et donc tous ces minéraux, ils valent énormément d'argent. C'est ce qui aussi nourrit le conflit. Et en fait, la violence sexuelle, elle va vraiment être utilisée à dessein pour aller blesser donc la victime, et pas que la victime, toute sa communauté, la forcer à se déplacer, et du coup pour qu'il y ait des groupes armés ou des forces étatiques qui récupèrent le contrôle de certains territoires. Et donc tous ces moyens-là, c'est pas un hasard, c'est vraiment une façon de faire en sorte que ce soit le plus horrifique possible et le plus difficile possible derrière pour les victimes de s'en remettre. Et c'est là qu'on voit que c'est une vraie arme, comme pourrait l'être, je sais pas moi, un pistolet par exemple. C'est donc dans ce contexte qu'intervient la Fondation, et plus précisément le programme Voice, que dirige Apolline Pierson. Grâce à un réseau mondial, le réseau SEMA, la Fondation permet aux survivantes et survivants de rentrer en contact pour soulever ce poids ensemble et faire changer les choses collectivement. Le postulat de départ, c'est que c'est très difficile pour les victimes de violences sexuelles et de violences sexistes, en temps de conflit ou partout, en France aussi, de dénoncer ce qui leur est arrivé, parce qu'on sait qu'il y a un gros stigmate qui est attaché aux violences sexuelles, que les victimes peuvent être rejetées par leur famille, par leur mari, par leur communauté, alors même ce sont elles les victimes. Et donc, pour nous, c'était important au niveau de la Fondation Mukwege de renverser ce blâme, que ce soit plus les victimes qui portent cette double peine d'être à la fois violées et en plus stigmatisées, mais plutôt que ce soit les auteurs qui soient punis pour ce qu'ils ont pu faire. Et ces réseaux, ils offrent en fait des espaces sûrs pour que les victimes puissent se réunir et parler entre elles de ce qui leur est arrivé. Elles savent qu'elles vont pas être stigmatisées parce qu'elles parlent avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose qu'elles. Et puis surtout, réunir leur voix pour que collectivement elles puissent lutter pour leurs droits. Se réunir pour lutter collectivement, c'est bien l'idée du programme Voice. Mais attention, l'idée est toujours de faire ensemble et non pas à la place d'eux, comme Apolline Pierson prend le temps de le rappeler. Nous, on parle jamais de donner une voix aux victimes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont une voix. Tout le monde a une voix. On parle d'amplifier la voix des victimes. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que
de faire en sorte que voilà, toutes ces personnes victimes, elles puissent être au centre de cette lutte-là, de ce combat-là, et que ce soit pas forcément des gens qui parlent en leur nom, mais qu'on puisse entendre directement leur voix. Le réseau SEMA essaye donc d'être comme un mégaphone pour la voix des victimes de violences. Mais si leur voix résonne plus fort, la bataille n'est pas gagnée pour autant. Pourquoi les effets concrets se font-ils toujours attendre ? Ce que nous apprend Apolline Pierson, c'est qu'il y a une continuité entre les violences en temps de guerre et les violences en temps de paix. Ces violences ne sortent pas de nulle part. Elles font déjà partie intégrante de la structure de nos sociétés. Ces violences, elles sont juste exacerbées dans les temps de conflit pour différentes raisons. La première, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'impunité, donc c'est-à-dire que les processus juridiques, l'état de droit fonctionne beaucoup plus mal dans les temps de conflit parce que tous les systèmes en fait se sont dilatés. Donc du coup, les auteurs savent qu'ils ont beaucoup moins de chances d'être punis, typiquement. Donc on va avoir une augmentation des violences de manière générale. Et ce qu'on voit, c'est que les États aujourd'hui dénoncent ces violences-là, mais ne donnent pas nécessairement de sanctions, ou vont pas jusqu'au bout de ces dénonciations. Et ça reste beaucoup de mots et assez peu d'actions. Ces violences, elles se passent dans un contexte patriarcal. Et donc, tant qu'on n'aura pas aussi lutté pour une égalité des genres, ces violences, elles vont avoir tendance à continuer en temps de guerre et elles seront exacerbées. Donc, il y a tout un contexte autour qui est important à prendre en compte. Si ces difficultés rendent plus complexe le combat d'Apolline Pierson et de son équipe, elles ne freinent pas leur engagement. Difficile en effet de baisser les bras lorsqu'on avance aux côtés de survivantes et survivants aussi résilients, nous dit Apolline Pierson, qui puisent chez eux l'inspiration et la force nécessaires pour continuer à se battre. L'objectif de Voice est donc bien de lutter pour la paix et par la paix, plus précisément par le langage. Les paroles des victimes sont en effet bien plus puissantes qu'elles n'y paraissent, et c'est sur ces témoignages que s'appuie la Fondation Mukwege. Cette idée de l'amplification de la voix, c'est que derrière, il faut aussi que les gens les écoutent. Donc, c'est aussi à tout un chacun de savoir écouter, recueillir les paroles des gens qui ont vécu ce genre d'atrocité, à la place de détourner le regard parce que c'est dur, c'est inconfortable, on ne sait pas où se mettre, on ne sait pas quoi faire. Donc voilà, moi, ce que j'inviterais les gens, c'est de... juste écouter, aller à la rencontre de ces personnes-là via des sites web, via les réseaux sociaux, etc. et prendre le temps d'écouter ce qu'elles ont à dire. Se mettre en lien les uns avec les autres, dépasser notre propre individualité pour aller à la rencontre d'autres parcours que le sien, c'est dans le collectif qu'une forme de justice et de guérison peut être trouvée, même si elle reste extrêmement difficile à obtenir. Ce que beaucoup de gens disent, c'est qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Donc, c'est-à-dire que si on ne reconnaît pas ce qui s'est passé dans le cadre d'un conflit, ça va être très très difficile d'obtenir une paix qui est durable. Et reconnaître ce qui s'est passé dans un conflit, ça inclut les violences sexuelles et sexistes, même si c'est un sujet extrêmement tabou dans la plupart des sociétés du monde. Il y a aussi des procédures qui peuvent exister. Je conclurai juste pour dire que c'est très difficile d'obtenir justice. Et très souvent, c'est des processus qui sont extrêmement longs, qui peuvent durer des décennies et des décennies. Et au final, c'est plutôt le symbolique qui est important, c'est la reconnaissance, plutôt que vraiment la chance de voir son auteur derrière des barreaux, où ça reste une infime minorité. Le langage est donc ici comme une arme pacifique, utilisée pour appeler à la justice et à la reconnaissance du crime. Et ça fait du bien, pour une fois, de parler de combat et de lutte comme outil de guérison. Pour finir avec cette interview, je vous propose de vous interroger. Qu'est-ce qu'une paix accomplie et durable pour vous ? Une paix où il n'y a plus rien à changer, où chacun peut vivre sereinement et sans peur ? Questionnez-vous de votre côté. En attendant, voici la réponse de Madame Pierson. Une paix accomplie, c'est une paix inclusive, pour moi. Je pense que trop souvent, il y a des pans entiers de la population qui ne sont pas pris en compte dans les processus de paix, que ce soit souvent des populations très vulnérables dont on n'entend pas les voix. Donc, on peut parler des victimes de violences sexuelles, mais on peut parler des femmes aussi dans leur ensemble. Dans certains pays, ça va être des groupes ethniques ou des choses comme ça. Mais pour moi, la paix, elle ne peut être que durable et
et véritable que si voilà, tout le monde a réussi à se mettre à la table des négociations et à réellement dire ce qu'ils avaient à dire et faire leurs revendications. Sinon, on est sur des paix qui sont exclusifs et qui sont, par définition, je pense, fragiles. On vous laisse réfléchir là-dessus. En attendant, restez à l'écoute et la prochaine fois que vous vous sentez démunis, souvenez-vous du pouvoir contenu dans vos quelques mots. Eh bien, merci sincèrement pour cet échange riche de sens. Comme on vient de l'entendre, la paix ne peut pas exister sans justice. Et surtout, elle ne peut pas exister sans voix. Des voix écoutées, des voix reconnues, des voix qui comptent. Mais alors, concrètement, cette idée d'une paix inclusive, où chacun peut parler et être entendu, est-ce qu'elle résonne aussi ici, autour de nous ? Je vous propose de changer d'échelle et de changer d'ambiance pour revenir ici, dans notre bon vieux lycée. Alors, comment la paix est-elle pensée à travers les âges ? Notre équipe est allée poser la question. N'est-ce pas, Hugo ? Oui, nous avons voulu comprendre ce que chacun met derrière ce mot. Alors nous sommes allés interroger des collégiens, des lycéens et des enseignants. On leur a d'abord demandé, pour vous la paix c'est quoi ? La paix c'est quand un peu tout le monde il est égaux et que on se respecte entre nous. C'est quand tout le monde est content et personne se bat entre eux, quoi. Je pense que c'est parvenir peut-être à une stabilité globale, faire en sorte que l'intégralité des peuples soit reconnue et que qu'on n'ait plus toutes ces oppositions armées ou non dans le monde. Très bien, mais elle existe où cette paix ? La classe, les amis, la famille. Après on peut pas faire grand chose au niveau international, quoi. Pour moi, ça peut être au quotidien, ça peut être avec les amis, ça peut être dans les établissements scolaires, ça peut être partout. À partir du moment où il peut y avoir un conflit, il peut y avoir la paix. Ça peut être sur différents niveaux. Effectivement, au niveau politique, je pense que l'actualité nous montre qu'actuellement, les tensions émanent principalement de certains dirigeants politiques. Mais la notion de paix, je pense que vient aussi effectivement au départ d'une notion de paix intérieure. Donc la paix n'a pas qu'un seul visage. Intérieure, sociale, collective, elle change de forme. Mais quelle que soit sa forme, elle ne s'impose pas. Alors, on fait comment ? Il y a toujours des solutions pour avoir la paix. Mettre plus de règles pour arrêter les criminels, par exemple, voilà. En donnant l'exemple, pour dire oui, nous on est des grandes personnes et du coup faut donner l'exemple aux plus petits pour pas qu'ils reproduisent ce qu'on fait en ce moment. Il faudrait essayer de mettre un petit peu plus l'accent, je pense, pour influencer les gens à faire le bien, parce que c'est facile d'influencer à faire le mal, mais influencer les gens à faire le bien, c'est beaucoup plus important, je trouve. Justement, discuter, ça permet justement de parler, de voir chaque point de vue de chaque personne, et puis aussi de s'adapter à chaque personne, à chaque vision, à chaque religion, encore une fois, et chaque opinion. Je pense qu'il faut remettre un peu plus la place de la parole citoyenne au centre du débat. Pas la même définition, pas la même échelle. Intime ou collective, la paix prend plusieurs formes. Mais elle commence toujours quelque part et ne tient que si on la fait vivre. Eh bien, merci beaucoup pour ce petit vent de fraîcheur. La paix peut commencer donc dans une discussion, dans une salle de classe et même dans les choix que nous faisons. Mais quand on change d'échelle, quand on parle d'État, de diplomatie, de relations internationales, eh bien, les enjeux deviennent tout autres. Alors, comment servir la paix dans un monde instable ? Antoine s'est penché sur la question. Merci beaucoup, Philomène. C'est une très bonne question, effectivement. Faut-il réduire les armes pour éviter la guerre ? Ou au contraire, se réarmer pour empêcher toute agression ? La démilitarisation, c'est l'espoir d'une paix durable. C'est avoir la conviction que la paix se garantit par la coopération. La démilitarisation, c'est de réduire les capacités et les forces militaires pour limiter tout risque de conflit. Cela paraît si simple de se dire que moins il y a d'armes, moins il y aura de risques de tensions. Après 1945, la création de l'Organisation des Nations Unies reposait sur cette ambition. Préserver les générations futures du fléau de la guerre. Le droit international, les négociations, les traités de désarmement, ces initiatives veulent un projet commun. La coopération peut remplacer la confrontation et le rapport de force. On retrouve cette vision dans les politiques de désarmement nucléaire ou dans certaines zones démilitarisées partout dans le monde.
Mais voilà le grand problème. Cette vision de démilitarisation suppose que les autres États jouent tous le jeu de la démilitarisation et coopèrent dans la même vision. C'est pourquoi certains se tournent vers une vision plus prudente et plus pessimiste, la remilitarisation. La remilitarisation, c'est garantir la paix par la dissuasion. À l'inverse, la remilitarisation part d'un constat plus pessimiste, le monde fonctionne par rapport de force. Dans cette logique, on maintient la paix, non pas en jetant les armes, mais en étant suffisamment fort et puissant pour décourager toute attaque. C'est le principe de la dissuasion. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, les dépenses militaires mondiales ont atteint un niveau record selon le CIPRI, Institut de recherche de la paix internationale de Stockholm, en 2023. Dans un communiqué, l'OTAN a annoncé renforcer sa présence en Europe de l'Est et se réarme depuis 2014 lors de l'invasion de la Crimée. Depuis 2022, en France, le budget pour la défense explose. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé en 2025 une accélération du financement de la défense pour atteindre plus de 60 milliards d'euros à l'horizon 2027. L'Union européenne investit davantage dans une défense commune et convergente. Les États-Unis parlent de compétition stratégique globale avec son ennemi numéro 1, la Chine. Et donc la Chine modernise très rapidement son armée. La plupart des dirigeants politiques veulent la paix, certes, mais dans ce contexte de tension internationale, tout le monde se réarme. Ainsi, pour beaucoup de dirigeants, se préparer à la guerre reste le meilleur moyen de l'éviter. Et tout de suite, cette célèbre citation du militaire romain Végès datant du 5e siècle nous vient en tête. Si tu veux la paix, prépare la guerre. La démilitarisation repose donc sur une vision optimiste. La paix se garantit par le droit et la coopération. La remilitarisation, elle, repose sur une vision réaliste. La paix se garantit que s'il y a un équilibre entre des puissances. La politologue Kenneth Waltz expliquait en 1979 que dans un système international sans autorité supérieure, les États doivent s'assurer eux-mêmes leur sécurité. Alors qu'au contraire, les défenseurs du multilatéralisme, eux, estiment que le droit international a les capacités de limiter la violence. Le droit international a-t-il empêché le massacre de la population palestinienne ou le massacre de population au Soudan, ou encore la guerre sans fin que mène la Russie contre l'Ukraine? Trop de désarmement peut rendre vulnérable, mais trop d'armement peut engendrer une hausse des tensions. Voilà l'opposition de la démilitarisation et de la remilitarisation. Servir la paix, ce n'est pas désarmer naïvement, ni s'armer excessivement. C'est trouver un équilibre entre la diplomatie et la dissuasion. La paix, c'est un équilibre fragile entre la confiance mutuelle des États et la prudence. Le raisonnement de la géopolitique veut nous faire comprendre ceci. La paix se négocie et parfois, malheureusement, elle se dissuade. Le défi géopolitique majeur de notre époque, c'est de construire un ordre international stabilisé pour que les armes ne deviennent jamais la seule réponse. Merci beaucoup Antoine, je pense qu'on comprend beaucoup mieux les mécanismes. Mais concrètement, la démilitarisation, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Pour démilitariser, il faut mettre en place des procédés précis pour s'assurer que les traités internationaux soient respectés. Le développement de méthodes scientifiques peut-il faciliter la démilitarisation? C'est ce sur quoi Frédéric va nous éclairer. Merci Philomène. Aujourd'hui, plusieurs États possèdent des armes nucléaires capables de détruire l'humanité entière en quelques heures. Des traités de désarmement existent, mais au final, ils ne garantissent rien. Alors, comment vérifier qu'un pays a réellement démantelé ses armes, sans pour autant lui faire révéler des secrets militaires? Selon Jake Ekla et Arag Danagoulian, les traités de désarmement nucléaire ne sont pas suffisants par eux-mêmes pour neutraliser le danger existentiel des armes nucléaires. C'est pour cela qu'ils font intervenir dans un de leurs articles une idée intéressante issue des mathématiques, la preuve à divulgation d'informations nulles. Mais c'est quoi une preuve de divulgation d'informations nulles? Eh bien, l'objectif est de montrer à quelqu'un que nous connaissons une information sans la divulguer. Prenons un exemple. Si je pioche une carte aléatoirement dans un deck, disons le 7 de trèfle, et que je veux te prouver que la carte que j'ai piochée est noire sans que tu saches laquelle exactement. Une solution simple consiste à choisir les 26 cartes rouges du deck et de te les montrer. Tu sauras avec certitude que ma carte est noire, mais rien d'autre.
Ah, ok, mais comment ça marche avec des armes nucléaires? Tout d'abord, un inspecteur choisit au hasard une ogive authentique dans l'arsenal du pays. Elle joue alors le rôle du gabarit. L'idée, c'est que toutes les ogives d'un même modèle sont conçues pour être identiques. Du coup, lorsqu'un pays déclare « Voici une arme que je suis prêt à démanteler », l'arme en question peut être comparée au gabarit. Toute différence entre l'arme testée et le gabarit sera alors détectée par l'appareil. Pour faire la comparaison, ils exploitent une propriété du cœur fissile des ogives nucléaires. Attends. Fissile? Oui, on dit qu'un matériau est fissile s'il peut absorber un neutron et se séparer en deux. Cette séparation libère de l'énergie, et lorsqu'elle se répète en chaîne, elle devient explosive. Ainsi, chaque isotope a sa propre signature d'absorption, ce qui veut tout simplement dire qu'il absorbe des neutrons à des énergies différentes. Pour faire la comparaison, il suffit donc d'envoyer un faisceau à travers l'arme sans jamais l'ouvrir. Si la signature est identique à celle du gabarit, alors l'arme est authentique. Sinon, le système signale un risque de fraude. Waouh! Eh bien, merci beaucoup, je pense qu'on a tous appris quelque chose. Finalement, ce qu'on vient de voir, c'est que c'est une question d'équilibre. Un équilibre fragile entre peur et confiance. Et cet équilibre, il ne concerne pas seulement les États. Par exemple, être en paix avec soi-même, ça aide à se concentrer. Et parfois même à se dépasser. Pendant une évaluation, et je parle en connaissance de cause, un concert ou une compétition. Cet état d'apaisement total, certains le connaissent très bien. Les musiciens, les sportifs de haut niveau ont un mot pour ça, le flow. Sacha et Amélie, vous avez étudié cet état si particulier. Racontez-nous. Alors, nous, on s'intéresse au flow, et ce n'est pas le flow vestimentaire, hein. C'est un état réel qui traduit littéralement la paix intérieure, et dans plein de domaines. Quand on est dans cet état, on est totalement absorbé par une tâche, en harmonie avec nous-mêmes. Et cette paix intérieure permet d'avoir des performances exceptionnelles. Dans cet état, le temps perd son importance. La faim, la fatigue et les signaux corporels sont atténués. On a tous déjà ressenti cet état, même sans le savoir, lorsqu'on veut faire de notre mieux. Peut-être dans vos vies quotidiennes, par exemple en cuisine. Ou dans des activités manuelles. On va prendre un exemple plus simple qui parle sûrement à tout le monde, mais surtout à tous les étudiants qui nous écoutent. Vous avez tous déjà fait un exercice de maths compliqué mais atteignable. Je sais, j'en ai fait plusieurs. Et grâce à un état de concentration maximale et la vision d'un but concret, avez réussi à le résoudre. En fait, le flow apparaît lorsqu'on a un défi à relever qui n'est ni trop facile ni trop complexe. C'est le juste milieu pour entrer dans un état de concentration optimale et de satisfaction, sans être en état de relaxation ou de stress, mais de flow. En effet, il permet de réfléchir plus clairement, sans distraction, et toute notre énergie est pointée vers un objectif. On peut donc mieux réussir grâce à cet état. On a décidé de se concentrer sur le sport et la paix intérieure qu'il nous procure. Mélissa Gall, participante aux Jeux Olympiques 2026 à Cortina, Milan, en ski de fond, a accepté de nous faire part de son expérience et de son rapport au flow. Ça m'arrive de ressentir le flow, mais ça reste plutôt exceptionnel. Les rares fois où ça arrive, c'est un moment où l'effort physique ne me coûte pas d'énergie. C'est comme si c'était facile. C'est un moment où il y a peu de discours internes, seulement quelques phrases simples. Monte cette botte plus vite, pousse plus fort, accroche-toi. Tout semble être naturel. C'est comme si ton corps était en puissance maximum sans que tu forces cet état. Il y a comme une fusion de mon mental et mon physique. L'état de flow me permet toujours d'être performante. En revanche, je peux être performante sans l'état de flow. C'est juste beaucoup plus douloureux. Je pense que l'état de flow vient avant la performance. C'est un état qui se fait ressentir dans la performance, mais qui en est indépendant. On sait que le stress, il peut être bon ou mauvais. Cela dépend du mindset. Donc il est évident que le stress est lié à l'état de flow et qu'il est responsable d'une multitude de signaux hormonaux qui peuvent être très différents selon la situation.
Merci beaucoup, Mélissa. C'est toujours très intéressant d'avoir l'avis et l'expérience d'une professionnelle. Et rendez-vous sur les pistes pour l'encourager. Et oui, justement, c'est très intéressant. Mélissa nous a parlé de l'effet hormonal du flow. Amélie, vous avez eu l'opportunité de rencontrer une spécialiste du sujet. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce que c'est ? Oui, bien sûr. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Léonore Rivier, médecin anesthésiste, qui m'a expliqué comment le flow se traduit physiquement. Le flow, c'est avant tout un équilibre précis d'hormones. L'endorphine supprime les freins corporels comme la douleur, la dopamine permet une focalisation intense, la sérotonine amène une clarté mentale et une stabilité émotionnelle, l'anandamide permet une fluidité cognitive et une réduction de l'anxiété. C'est donc un équilibre bien précis qui permet de mieux réussir et qui apporte une grande satisfaction à la personne. On peut aussi noter une réduction de l'activité de certaines parties du cerveau, comme le cortex préfrontal qui génère l'autojugement. Plus simplement, le cerveau arrête de commenter l'action pour l'exécuter directement. C'est ce qui donne cette sensation de fluidité. On peut donc dire que c'est une configuration neuro-hormonale spécifique, essentielle pour une paix totale dans l'action. C'est dans cet état qu'on se sent le mieux et qu'on est capable de se dépasser. Alors, si je comprends bien, si cet état se caractérise par certaines hormones, est-ce que cela signifie qu'on peut le recréer artificiellement en stimulant ces mêmes hormones ? C'est vrai que c'est une question essentielle. Le flow est un état très satisfaisant et cela peut mener à des dérives, puisque certains voudraient l'atteindre sans effort. L'utilisation de drogues qui ciblent les mêmes systèmes neurochimiques que le flow naturel est une tentative de recréer cet état. Je m'explique. Par exemple, les opioïdes comme l'héroïne et la morphine se fixent sur les mêmes récepteurs que l'endorphine, l'hormone dont on a parlé tout à l'heure qui supprime les freins corporels. De même avec les stimulants comme la cocaïne qui affectent le système dopaminergique, en lien avec la dopamine, et les psychédéliques avec le système sérotoninergique. Cependant, dans ces cas, le flow artificiel qui est atteint n'est qu'une satisfaction momentanée. C'est une illusion du flow naturel qui est une paix intérieure dans l'effort. Alors, comment on peut y accéder au vrai flow ? Et oui, c'est l'objectif au final. Pour réellement l'atteindre, on peut faire du sport, de la musique, même travailler. En gros, toutes les activités qui, comme l'exercice de maths, nous permettent de nous concentrer sur un objectif unique. Concrètement, on peut donc s'isoler et se donner un objectif précis, faire une to-do list pour favoriser son apparition. Dans le sport, justement, les athlètes se mettent souvent dans leur bulle et pratiquent la visualisation. Historiquement, le flow a aussi été recherché par la pratique religieuse et la méditation. Ces activités sont une recherche d'un état modifié de conscience qui peut être assimilé au flow dans certains cas. Le principal, c'est qu'il n'y ait aucune distraction, on recherche l'harmonie avec soi-même. Merci Amélie pour cette perspective sur le flow. On peut donc retrouver la paix dans de nombreux domaines, mais on a tous tendance à oublier que la paix à l'intérieur de nous est aussi importante que celle à l'extérieur. Le flow, à travers le sport, en est le parfait exemple. Alors maintenant, j'espère que vous saurez mettre des mots sur un état jusque-là assez flou et que la paix intérieure pourra alors vous être accessible. Merci beaucoup pour ces explications et j'espère aussi qu'on aura tous plus de flow. Maintenant que nous comprenons mieux l'état de flow, n'oublions pas que le sport de haut niveau est souvent synonyme de pression. Alors, comment les sportifs trouvent-ils cette paix intérieure ? Jeanne va nous partager des témoignages d'athlètes. Oui, merci Philo. Je vous propose d'écouter quelques extraits de leurs réponses, en commençant par Mathilde Petrono, jeune femme de 25 ans qui pratique le roller et le patinage de vitesse en haut niveau, que nous avons rencontrée en Haute-Savoie, pas très loin de son patinage. C'est une question un peu difficile, mais je pense que c'est quand même un bon échappatoire, le sport, quand il y a des moments où ça va pas dans la vie, etc. Le sport, ça permet d'avoir un endroit où se défouler. On l'a vu, les sportifs ressentent le sport comme un échappatoire dans lequel ils peuvent évacuer leurs émotions, se défouler. Ce n'est peut-être pas une paix, mais cela s'en rapproche. C'est également l'avis de Inatea Chrétienne.
sportive de haut niveau dans le domaine du freestyle, actuellement vice-championne du monde junior, croisée sur le Free World Tour de la Clusa. En marge de son run, elle nous a confié qu'elle ne savait pas si elle pouvait parler de paix, parce qu'elle ne voyait pas vraiment en quoi ça pouvait renvoyer. Inatea affirme que le sport l'a souvent aidée avec ses émotions à mieux les comprendre et à les maîtriser. Une maîtrise que parfois a échappé à Mathilde Bétrono, notre patineuse, qui avoue volontiers se retrouver en proie de certains doutes. Mais ça peut aussi apporter parfois l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas non plus hyper facile tout le temps d'être sportif de haut niveau, même si c'est quelque chose qu'on choisit et qu'on vit pour ça, mais c'est aussi beaucoup de sacrifices, c'est aussi beaucoup de doutes, de remises en question, parfois beaucoup de déceptions, mais en général c'est aussi balancé avec beaucoup d'expériences qu'on ne vit pas dans une autre vie, je pense, des expériences qu'on n'oublie pas et qui forgent toute notre vie et notre caractère pour la suite. Nos athlètes ont donc partagé de nombreux doutes, mais comme Mathilde Bétrono et beaucoup de ses sportifs le disent, le sport contribue à définir qui ils sont. Des propos qui font écho à ce qu'a écrit Évelyne Prière, autrice du livre « Le livre de la paix intérieure ». Dans cet ouvrage, elle souligne effectivement que trouver la paix est le fruit d'un long combat avec soi-même, apprendre à mieux se comprendre, à oser se voir petit à petit tel qu'on l'est, dans la vérité. En se basant sur cela, le sport, qui puisait en haut niveau, serait un moyen de trouver la paix. Eh bien, en tout cas, c'est un autre sport que celui de l'enregistrement d'une émission, et celui-ci touche à sa fin. Franchement, que d'informations et de perspectives différentes sur la paix. Merci à tous d'avoir partagé ce moment et un grand merci pour le travail de nos journalistes et de notre équipe technique. C'était Les Voix de la Paix. À bientôt pour de nouvelles émissions. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Paix, la web radio du lycée Saint-Joseph.